Bonsoir à toutes et à tous, voici ce que nous allons développer dans quelques instants. Nous sommes le 1er novembre 2021. Les chrétiens catholiques célèbrent ce jour la Toussaint, la fête de tous les saints. Les fidèles dans le recueillement ce matin dans la paroisse ont été exhortés à marcher dans les pas de tous ceux qui ont vécu et mis en pratique l'Évangile. Un nouveau visage pour la ville de Yamoussoukro. Des machines et des hommes travaillent à cela. Des routes en construction, des travaux d'embellissement pour redonner à la capitale politique son lustre d'antan. Déjà, 70 km de routes ont été bitumés. Et puis le monde doit agir maintenant pour sauver l'humanité des impacts catastrophiques du réchauffement climatique, a exhorté aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU devant les dirigeants du monde entier réunis à Glasgow pour la très attendue COP26 sur le climat. Ils se sont retrouvés dans les paroisses ce matin pour se souvenir de tous les saints. Les fidèles catholiques se sont replongés dans la vie de ceux qui ont vécu selon l'évangile du Christ. À Cocody, Patricia Omouetia a suivi certains d'entre eux. Regardons. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés un modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. C'est l'occasion de célébrer tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, et afin que nous puissions prier pour eux, pour que eux aussi, où ils sont, ils puissent prier pour nous, pour notre sanctification nous-mêmes. Notre existence sur la terre, en tant que chrétien catholique, est déterminée et en fait est dans le prolongement, en fait, dans l'attente de cette vie céleste. Donc cette fête a toute son importance, revêt toute son importance pour chaque chrétien que nous sommes, et puis dans la préparation en fait de notre montée au ciel. C'est de rendre visite à nos malades, tous ceux qui souffrent autour de nous, de partager la paix, l'amour. C'est de prier le Seigneur pour que l'harmonie, la paix règne dans notre pays. Et cette pandémie qui est en train de détruire le monde aussi, puisse être éradiquée et la paix revienne dans le monde entier. Cette fête célébrée ici dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, comme l'indique l'évangile de ce jour dans le livre de Saint Marc. Tous les chrétiens aspirent à cette sainteté. Et nous le voyons dans l'évangile qui est lu en ce jour. L'évangile où le Christ nous appelle à être heureux. Une invitation à l'action, une invitation à entrer dans ce royaume des cieux qui appartient à tous les enfants de Dieu, donc à tous les chrétiens. Les béatitudes qui nous invitent, autant que faire se peut, à mettre en pratique les vertus de Dieu, qui sont entre autres l'amour, la justice, la paix, et tout ce qui est lié à nos relations interpersonnelles dans le bon sens. Toujours selon les prêtres des paroisses visitées, la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. À la cathédrale Sainte-Thérèse de Bouaké, les chrétiens sont dans le recueillement. En ce jour de commémoration de la Toussaint, les fidèles sont instruits sur la mort et la vie éternelle. Yolande Swanga, Kwadioukwame. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Les fidèles chrétiens célèbrent la Toussaint. La Toussaint qui commémore les saints connus comme inconnus. Pour cette célébration, la couleur liturgique blanche est utilisée pour exprimer la joie et la sainteté. À cette célébration, les chrétiens sont appelés à se rapprocher de Dieu afin de bénéficier de la vie éternelle. Le célébrant a éclairé les chrétiens catholiques sur la différence entre la Toussaint et la fête des morts. Nous célébrons donc la victoire de Jésus sur la mort dans notre vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous célébrons la vie, l'Église du ciel, avec tous les saints qui sont avec le Seigneur et qui lui rendent gloire. La fête des morts, des défunts, c'est prier pour nos fidèles, nos frères qui ont passé la mort et qui sont dans l'attente. On prie pour eux pour que le Seigneur ait pitié d'eux et leur accorde la grâce de le voir face à face. La fin du mois du rosaire, chaque 1er novembre, débouche sur la commémoration de la Toussaint.
La Toussaint, l'heure de se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés. À cette occasion, des gerbes de fleurs sont déposées sur les tombes. Les populations, qui ne manquent pas ce rendez-vous, se précipitent autour des fleuristes. Fatima Ouedraogo et Abou Sanogo nous en parlent. Célébrer les saints, mais aussi commémorer la mémoire des défunts à travers la tradition. Fleurir les tombes. À l'occasion de la fête de la Toussaint, des familles s'activent autour des fleuristes. Elles procèdent à l'achat de fleurs afin d'anticiper la célébration de la fête des morts, qui est un jour ouvrable. Les fleurs ont été achetées ce jour pour honorer nos défunts, vu que ce n'est pas un jour férié. On profite de la messe du 1er pour nous rendre aussi au cimetière en anticipé, pour aller aussi prier aussi pour nos disparus. Après un moment d'interruption dû à la maladie à coronavirus, des fleuristes constatent une nette amélioration de leur chiffre d'affaires. Cette année, je pense qu'au niveau de façon commerciale, en tout cas ça va. Contrairement à l'année passée où vraiment on avait des bouquets même qui sont restés ici sans clients. Mais cette année-là, on a fait. Sinon, l'année passée, on n'a même pas fait tout ça même. Puisque rien n'est marché à cause de Covid-19. Mais cette année, ça va. Au cimetière privé d'Adodo, une prière est dite à l'endroit des défunts avant la pose des fleurs. Un moment pour certains pour nettoyer les tombes. Mélanie Christelle et sa famille sont au nombre des personnes présentes en ces lieux. Bien vrai que c'est la volonté de Dieu, mais je n'ai jamais accepté. Mais Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui permet que tout ce qui arrive. Donc, on est tout heureux d'être là. On dépose les fleurs, c'est comme si c'était une pensée là où ils se trouvent. Pour qu'ils se disent qu'on ne les a jamais abandonnés, nous sommes toujours avec eux. Cette célébration a lieu tous les 2 novembre, au lendemain de la Toussaint. La Turquie est l'un des berceaux du christianisme. Selon les Actes des Apôtres, c'est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétiens. En Turquie, plusieurs sites sont donc à découvrir. Les chrétiens ivoiriens se sont rendus sur place. Sidonie Davila et Ulrich Chadangon ont également effectué le déplacement. Suivant. La Maison de la Vierge Marie, un centre important pour les pèlerins, a reçu la visite des Ivoiriens. Situé dans la ville d'Éphèse, ce site est un lieu saint qui reçoit des milliers de visiteurs venus confier à la Mère du Christ, Sauveur du monde, leurs différentes préoccupations. C'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle a passé ces derniers instants. Vous voyez, au-dessus de la montagne, dans la bourse, seule. Et j'ai prié. Quand je priais, je sentais que c'était vivant. Et ça, c'est unique en son genre, d'arriver à ce lieu. C'était pas évident. Après la cité mariale, la basilique Saint-Jean a été une étape aussi importante pour les pèlerins. Même s'il ne reste que les ruines de cette bâtisse qui porte le nom du plus jeune apôtre de Jésus, Jean, les fidèles chrétiens ont pu toucher du doigt les réalités de la parole de Dieu. Pour moi, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean sont des modèles d'évangélistes. Ils ont bravé tout ce qu'il y avait comme persécution pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je viens sur ces lieux, ces temples qu'ils ont bâtis. Et c'est vraiment édifiant pour moi. Ça booste ma foi. Et je bénis le Seigneur. Je veux vraiment aussi encourager mes frères de participer à ces gens de pèlerinage. Parce que ça t'apporte un plus et ça permet d'avoir beaucoup de connaissances. Venir ici, c'est l'ignorance totalement qui tombe. Donc j'encouragerai mes fidèles à vraiment croire davantage à la parole de Dieu, à vraiment manifester davantage leur foi et ce en quoi ils croient à vraiment exister. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée sont les 7 églises de l'Apocalypse qui régissent l'Église universelle, un circuit important pour le pèlerin en Turquie. Dans certains endroits, il y a des restes de vestiges, dans certains endroits, il ne reste plus rien. Mais le but, c'est quoi? C'est de voir et de pouvoir montrer à nos amis les trajets qu'ils ont suivis, n'est-ce pas, les premiers chrétiens en Asie mineure, en Turquie, n'est-ce pas, avant le christianisme, si vous voulez, pour pouvoir terminer la période païenne, pour pouvoir indiquer la bonne direction, la direction de Dieu ou bien le chemin de Dieu. Et pour ça, on essaie de faire le maximum avec nos connaissances. À côté des sites religieux, les chrétiens ont aussi visité d'autres lieux comme le temple d'Apollon. Situé dans la ville de Didyme, appelé également le temple des oracles, le temple d'Apollon constitue aujourd'hui l'une des merveilles de l'Asie mineure.
Autre volet de l'actualité, il y aura des taxis-compteurs dans les rues d'Abidjan demain. Les chauffeurs ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. C'était prévu pour ce mardi. Un arrêt de travail suspendu après avoir rencontré les autorités. Les chauffeurs de taxi-compteurs protestent contre des véhicules particuliers fonctionnant par application numérique, une concurrence qu'ils jugent déloyale. Lansini Bakayoko. Face à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale, organisée par des véhicules personnels, effectuant l'activité de transport intercommunal en régime digital, les conducteurs de taxi-compteurs avaient déposé un préavis de grève à partir de ce mardi 2 novembre. Mais les discussions engagées avec le ministre des Transports Amadou Koné au sein du cadre d'échange permanent mis en route ont porté leurs fruits. Vu les avancées du cadre d'échange permanent pour la réglementation des tests législatifs en vigueur et dans le souci de préserver le climat social dans le pays, l'ACTC suspend le mot d'ordre de grève prévu du 2-11 mois 2021 au 5-11 mois 2021. Par conséquent, l'ACTC demande à tous les conducteurs et taxi-compteurs de reprendre le travail dès le mardi 2 novembre 2021. Les conducteurs de taxi-compteurs demandent surtout au gouvernement d'accélérer le retrait des concurrents illégaux de la circulation. Des concurrents illégaux qui, disent-ils, n'ont ni carte de transport, ni visite technique appropriée, qui ne payent ni assurance ni patente, mais qui occupent aujourd'hui 30% du marché des transports intercommunaux de la ville d'Abidjan. Et puisque nous sommes sur les routes, ça tombe bien pour donner cette information. L'axe Zuenoula-Kounéri, bientôt bitumé. Coût du projet, environ 105 milliards de francs CFA. Avant le début des travaux, les populations sont sensibilisées à la libération des emprises. Les personnes impactées seront dédommagées. Mama Traoré. Difficile de pratiquer la piste menant de la sous-préfecture de Kongasso à la ville de Kounéri. Et quand il pleut, l'état de la voie fait même pâtir des véhicules 4x4. Dans ce département de la région du Béret, les populations rêvent encore de voies bitumées. Elles partagent ce rêve avec les habitants de la région voisine de la Maraoué. Partant de Kounéri pour rallier Zuenoula en passant par Goïtafla, il faut parcourir 75 km de piste. Ça fait des décennies que je vois cette route. On passait premièrement de l'autre côté. Maintenant, on est venu ici. C'est difficile. Aidez-nous vraiment. Ça donne mot de rien même. Il y a assez de trous, la route n'est pas propre. Si la route est arrangée, ça fait que les véhicules, on peut aller un peu plus rapide souvent. Dans la cour de la préfecture de Kounéri, l'état de ce tronçon est au cœur d'une réunion entre le préfet, les élus locaux, les chefs de communauté et des agents de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Ces derniers sont venus annoncer un vaste projet de bitumage à venir. Le projet vise à aménager l'axe routier qui part depuis Zuenoula, traversant la sous-préfecture de Goïtafla, qui débouche à Agbaou. Et d'Agbaou, nous avons la bretelle qui part à Kounéri, qui fait 9 km. Et ensuite, le projet continue son chemin jusqu'à se raccorder à Béoumi. Aujourd'hui, s'il y a la route qui vient nous approcher encore davantage de toute la Côte d'Ivoire, je crois que nous ne serons qu'être heureux et dire merci à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué, particulièrement au chef de l'État qui a promis, il a dit. Et je crois que c'est chose qui est en train d'être faite maintenant. Ce tracé est long de 120 km, y compris l'octroi de 5 km de voirie à chacune des localités de Goïtafla, Agbaou, Kounéri et Béoumi. Au regard de l'impact du projet, les populations sont invitées à libérer les emprises. Un mécanisme de dédommagement est prévu. Pour les dégâts qui auront été éventuellement constatés par les services compétents, c'est-à-dire l'agriculture ou la construction, ces dégâts seront évalués selon leur expertise et seront payés une erreur. Nous devons pouvoir regarder ce que la réalisation de ces infrastructures nous apporte de façon collective, ce que ça apporte comme richesse, comme facilitation de la mobilité de nos populations. Donc c'est un appel à la collaboration, un appel à la patience et à la compréhension avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus-là. Les travaux de bitumage de l'axe Zuenoula-Goïtafla-Agbaou-Béoumi
et Agbaou-Kounaïri vont s'étendre sur 3 ans pour un coût global d'environ 105 milliards de francs CFA. 70 km de route construits à Yamoussoukro pour donner fière allure à la ville. Des travaux d'embellissement également entrepris. La capitale politique change de visage. Sidonie Davila y était, son constat. Aménagement et réhabilitation. Les voies de Yamoussoukro sont en pleine reconstruction. Une fois dans la ville, vous êtes tout de suite capté par les allers et retours des grosses machines et autres engins de chantier. La politique du gouvernement, c'est de rendre circulables la plupart des voies de nos villes pour le bonheur des usagers. Et c'est dans ce cadre-là qu'à Yamoussoukro, le gouvernement a entrepris plusieurs phases de travaux de réhabilitation au niveau de la voirie de Yamoussoukro. La capitale politique change peu à peu de physionomie avec les travaux de réhabilitation et d'aménagement de ces routes. Les usagers ne cachent pas leur joie. Je suis très content du gouvernement, du président. Je suis très content. Actuellement, les voies là, ça va en route sans problème. Il y a un changement vrai, il faut le dire. Et à l'époque, c'était quand même un peu difficile. Cela nous fait beaucoup plaisir. Il voit qu'il est en train de réparer un peu de la voie. En tout cas, on est trop content. Sous la supervision de l'AGEROUTE, le projet de réhabilitation et d'aménagement des voiries de Yamoussoukro a connu 2 phases. Nous avons déjà fait la première phase qui a consisté à bitumer 61 km de route en réhabilitation comme en aménagement. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, le gouvernement a décidé de faire une 2e phase. Et cette 2e phase va prendre en compte la réalisation de 78 km de route bitumée, en aménagement comme en réhabilitation. Et en plus de cela, rendre circulable la plupart des voies non bitumées. Ces travaux sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. Et pour cette seconde phase, c'est 73 milliards de francs CFA que l'État va injecter dans la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. Par petites touches ou à coup de vastes opérations, les travaux de reconstruction des voiries de Yamoussoukro avancent allègrement. Pour le gouvernement, l'objectif est de permettre à Yamoussoukro, la ville d'Oufoué-Boigny, de se refaire une beauté. Et les populations entendent préserver les acquis. Les jeunes de Yamoussoukro veulent des rues propres. Ils ont entrepris une opération de nettoyage de leur ville. C'est à l'initiative de l'ONG Ville Propre, soutenue par la municipalité. Serge Pakoum Didi, Moussa Konaté. 150 jeunes de la ville de Yamoussoukro s'investissent pour la lutte contre l'insalubrité. Réunis au sein de l'ONG Ville Propre, ces bénévoles se donnent les moyens pour rendre la cité des lacs propre. La résidence du préfet, des infrastructures scolaires et sportives affichent désormais des visages plus reluisants grâce à la détermination de ces jeunes. La ville de Yamoussoukro était dans une position d'instabilité qui n'a pas son nom. Et j'ai formé cette ONG pour aider les autorités compétentes de Yamoussoukro afin de pouvoir rendre la ville de Yamoussoukro propre. Des actions bien accueillies par le maire de la ville, Nyangbe Kwaku Jean, qui apporte son soutien à l'ONG Ville Propre. On passe aux chiffres, des chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 1er novembre 2021 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 1920 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 19 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 1er novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 311 cas confirmés, dont 60 034 personnes guéries, 696 décès et 581 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 92 753. Le monde doit agir maintenant pour sauver l'humanité des impacts catastrophiques du réchauffement climatique. C'est ce qu'a dit ce lundi le secrétaire général de l'ONU devant les dirigeants du monde entier réunis à Glasgow pour la très attendue COP26 sur le climat. Il est temps de dire assez, a lancé Antonio Guterres. Au premier jour de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, plusieurs chefs d'État, dont Joe Biden et Emmanuel Macron, ont prononcé des discours alors que des manifestations avaient lieu ailleurs à Glasgow.
Bientôt, la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique harmonise donc sa position. Le ministre ivoirien du Commerce, président de l'OEACP, échange par visioconférence avec ses pairs pour parler d'une même voix concernant les échanges commerciaux. Lansine Bakayoko. Tout d'abord, il convient de noter que le groupe des États ACP est devenu une organisation internationale, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en avril 2020. Il convient aussi de préciser que l'Union européenne et les ACP ont officiellement mis un terme aux négociations sur l'accord post-Cotonou, établissant un cadre de coopération politique, économique et sectorielle. Un nouvel accord de partenariat a été conclu et paraphé. Le régime réglementant les échanges entre les deux parties n'a pas été directement affecté. Toutefois, nous pensons que les échanges commerciaux seront renforcés grâce à d'autres dispositions connexes de l'accord, notamment celles qui concernent notre ambition d'atteindre les objectifs de développement durable. Le nouvel accord modifie les conditions d'accès au marché européen avec ses exigences prioritaires. Cette stratégie conduira naturellement à une élaboration de nouvelles règles commerciales, telles que les mécanismes d'ajustement carbone, les règles relatives à l'agriculture biologique, le travail des enfants et à la déforestation. Ces changements au niveau bilatéral posent la léthargie actuelle de l'OMC qui peine à exécuter ses fonctions de négociation et de règlement des différends. Nous nous demandons si l'époque du commerce international réglementé et régi par le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce OMC n'est-il pas à sa fin. Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi ressemblera l'OMC de demain. Le projet de déclaration, du moins la boussole des pays en développement, qui a besoin d'être encore affiné, mettra en avant la compétitivité des exportations des pays de l'OEACP. On se rend au nord du pays, une nouvelle école primaire et une radio pour la commune de Kong. Ces instruments de développement ont été inaugurés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fils de la localité. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. C'est avec beaucoup de joie que ces écoliers accueillent le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et pour cause, leur nouvelle école porte son nom. Il a été voulu par la municipalité qui, en ouvrant cette école, donne priorité à l'éducation. 6 salles de classe équipées de tables bancs, un bureau de directeur, des toilettes modernes. L'école primaire publique Téné Birahima Ouattara de Kong est inscrite dans le registre des écoles modernes. Une autre réalisation de la mairie de Kong, la radio communale Kong FM, qui prévoit des émissions en langue locale. Le maire Berté Abdraman Tiemoko tient à perpétuer l'œuvre de son prédécesseur, Téné Birahima Ouattara, premier maire post-crise de Kong. Il a impulsé un développement à grande vitesse à la région. Et donc cela est tout à son honneur. Donc, nous sommes sur les traces du ministre d'État. C'est un travail d'équipe qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à aller vite, loin et très haut. Bien entendu, le ministre d'État reste sous le charme de toutes ces actions de développement. Je pense que je ne me suis pas trompé. Lorsqu'il s'est agi de renouveler la tête du conseil municipal ici à Kong, c'est moi-même qui ai demandé à Berté d'assumer cette charge. Il y avait donc des prétendants, mais j'ai estimé que Berté, compte tenu donc de ses qualités, quelqu'un de très social, quelqu'un de généreux, quelqu'un de disponible, j'ai pensé qu'il était la meilleure personne à assurer donc ce leadership. Une école primaire, une radio communale, ce sont environ 100 millions de francs CFA que la mairie de Kong a investi pour la réalisation de ces infrastructures. La première université d'été de Lomé au Togo a mis l'accent sur la coopération culturelle Nord-Sud. C'est dans ce sens que le programme ACP UE Culture a été mis en place avec un fonds disponible de plus de 4 milliards de francs CFA afin de soutenir et professionnaliser la culture des pays du Sud. Isaïo. Construire un écosystème culturel performant pour une Afrique de l'Ouest résiliente. Ce thème
La première université d'été de Lomé a réuni 15 opérateurs culturels ouest-africains dans la capitale togolaise, initiée grâce au programme ACP UE Culture. Cette rencontre a pour avantage de renforcer la coopération nord-sud. Ce programme a donc pour ambition d'accompagner un certain nombre d'opérateurs ouest-africains dans leur structuration, dans leur autonomisation, mais surtout à faire en sorte que ces opérateurs, leurs entreprises, deviennent des réelles industries culturelles pour le développement socio-économique de la sous-région ouest-africaine. Sortir de l'informel, passer à l'industrialisation de la culture et créer un marché commun sous-régional. Ces préoccupations ont dominé les différentes séances de formation de Lomé. Un leader doit être un agent du changement. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans des milieux très changeants et donc l'entrepreneur doit faire attention à conduire ce changement-là quotidiennement. Pour le coordonnateur du programme ACP UE Culture, il existe une économie de la culture. Cela passe par la mise en place de mécanismes. Nous avons donc le fonds de structuration et la formation qui a lieu aujourd'hui justement concerne les lauréats de cet appel du fonds de structuration qui seront accompagnés sur 3 ans à hauteur de 150 000 euros par opérateur et par projet. Nous avons aussi un autre fonds qui est celui de la valorisation, puisqu'il s'agit de 25 000 euros qui seront octroyés à des opérateurs pour leur permettre donc de travailler dans les meilleures conditions. Pour les participants, il faut se décomplexer quant à l'origine des financements de la culture des pays du Sud. Nous recevons des fonds qui viennent du Nord, mais nous sommes les gestionnaires. Donc à partir de là, c'est notre sérieux qui est mis en pratique. C'est à nous de montrer que nous savons gérer des budgets et nous savons réaliser nos ambitions. Et c'est parce qu'on sera sérieux dans la gestion de tout ça que demain on pourra continuer à travailler avec d'autres institutions. Le programme ACP UE Culture a une durée de 3 ans et est doté d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Un fonds qui, au dire des initiateurs, permettra de rendre performantes les entreprises culturelles de la sous-région. Redonner à la danse abondant ses lettres de noblesse. C'est l'objectif du festival dédié à cette danse de réjouissance en pays Agni. Il est lancé par le chef du village de Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé, dans la région de l'Indénié-Doualblanc. Le point de Eugène Atoubé. Ces 2 jeunes filles exécutent des pas de danse que l'on appelle abodant. L'abodant est une danse de réjouissance très prisée en pays Agni, comme ici à Djangobo, village de la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Agni-Belekro, région de l'Indénié-Doualblanc. Pour la première fois dans l'existence de cette danse, la région lui consacre un festival. L'initiative est du chef de village de Djangobo, Nanon Kofi Messou. Le festival abondant de Djangobo est une redécouverte et valorisation de cette danse majestueuse. Filles, garçons, hommes et femmes, quelle que soit leur place dans la société, sont comme attirés et subjugués par le rythme de cette danse, dont ils ne peuvent se délivrer que dans l'esquisse de pas, en osmose avec les chansons et les sons des tambours. Tout Agni ou Afghan se reconnaît véritablement en cette danse. Voilà pourquoi, en tant que fils de l'Indénié-Doualblanc, j'ai décidé de porter sur les fonds baptismaux ce festival pour révéler et restaurer ce que nous avons perdu. L'abondante danse de réjouissance qui accompagne les événements heureux dans la communauté peut également apparaître lors des moments de tristesse comme les funérailles, parce que selon les tenants de la tradition, il y est inscrite l'âme du peuple Agni. Ceci laisse entendre que l'abondant attire toutes les énergies et quand cette danse s'exprime l'identité du peuple Agni. Le festival de Djangobo réaffirme cette vérité et les invités, autorités administratives et élus locaux présents à cette manifestation en relèvent le bénéfice et la portée. Le chef des villages doit promouvoir, enseigner à la génération nouvelle et future les connaissances de nos anciens. Il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us de coutume. Ce festival parle de réconciliation,
parle de cohésion, je voudrais rassurer Nana que le ministre Pascal Abinan Kwaku accompagnera chaque année ce festival qui représente l'âme du peuple agni. Le festival Abodin de Diangobo a relevé l'exemplaire symbiose des peuples de l'Indénié et du Guablin qui ont présenté leur version de l'Abodin, deux royaumes distincts mais formant un seul peuple et partageant la même culture et les mêmes traditions. Il se raconte même que dans les prochaines éditions, les régions du Moronou et du Sud-Koumoué pourraient compter parmi les festivaliers. L'objectif est de faire de l'Abodin Festival de Diangobo un élément fédérateur de ce grand ensemble géographique et culturel qu'est le district autonome du Sud-Koumou. Sur ces notes musicales et ces pas de danse, nous mettons un terme à ce journal. Excellente nuit à toutes et à tous, toujours sous la protection du Très-Haut.